La chambre d'amis ou la porte. Les mots de mon père sont tombés dans le silence du dîner comme des pierres dans un puits. Froid. Lourd. Définitif. Mon frère, Bastien, a ajouté avec un sourire cruel, « Par avant-demain, ce sera mieux. » Ma fourchette a glissé de mes doigts, heurtant l'assiette dans un bruit strident qui a brisé le peu de normalité qu'il restait. En un instant, j'étais passé de pilier de la famille à simple obstacle. Une semaine plus tard, j'entendrais mon frère hurler au téléphone, la voix brisée par la panique, « Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. » Mais ce soir-là, j'étais seul face à leur trahison. Avant que je ne plonge dans les détails de cette histoire, de cette descente aux enfers et de ma lente reconstruction, dites-moi d'où vous me regardez. De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où mon témoignage a voyagé. Je m'appelle Élodie Fournier, j'ai 34 ans et je suis ingénieure en génie civil. Mon métier, c'est de construire des ponts, de m'assurer que les fondations sont solides. Ironiquement, j'avais passé les 5 dernières années de ma vie à essayer de faire exactement la même chose pour ma propre famille. Il y a 5 ans, j'avais refusé une promotion en or à Strasbourg, un poste qui aurait changé ma carrière, pour revenir à Lyon. Pourquoi? Parce que mon père, Thierry, avait pris une retraite anticipée et que les finances de la maison commençaient à ressembler à un terrain marécageux. Je suis donc revenu dans ma chambre d'enfance, dans ce pavillon de Villeurbanne où j'avais grandi, et j'ai commencé à colmater les brèches. Je suis devenu le pilier financier silencieux. Chaque mois, mon salaire, bien plus élevé que la pension de mon père, était injecté dans la survie de cette maison. J'ai payé les traites du prêt immobilier, plus de 60 000 € au total sur ces 5 années. J'ai payé les factures d'électricité qui grimpaient en flèche, les réparations urgentes de la toiture que mon père ignorait, j'ai même financé l'installation d'une nouvelle chaudière quand l'ancienne a rendu l'âme en plein hiver. J'étais la solution discrète à tous les problèmes. Un distributeur automatique de billets avec un lien de parenté. Mon père acceptait mon aide avec des hochements de tête distraits. Pour lui, c'était un dû. Sa fierté, son attention, toute son admiration étaient réservées à mon frère aîné, Bastien. Bastien était un spécialiste des « projets fantasques ». Il avait eu une période food truck qui s'était soldée par une intoxication alimentaire collective, une phase d'investissement dans les crypto-monnaies où il avait tout perdu, et même une boutique en ligne de t-shirts, humoristiques, qui n'avait jamais vendu un seul article. À chaque échec, il revenait à la maison avec une nouvelle idée encore plus grandiose et irréaliste, et mon père l'écoutait avec des étoiles dans les yeux, louant sa vision d'entrepreneur. Mes contributions, elles, étaient réelles, tangibles, mais invisibles. Ma mère, Armelle, restait en retrait. Une ombre silencieuse qui passait le plus clair de son temps à éviter les conflits, et mon regard. Et puis, Coralie est entrée dans la vie de Bastien. Coralie Mercier. Il nous l'a présentée un soir comme sa fiancée. Elle était agent immobilier, disait-elle, avec un sourire aussi éclatant que ses talons étaient aiguisés. Mes parents ont été immédiatement subjugués. Elle était belle, pleine d'assurance, elle parlait d'argent et de succès avec une aisance qui a hypnotisé mon père. Bastien, à côté d'elle, rayonnait comme s'il avait gagné au loto. Ce dimanche soir-là, la tension était palpable. Le rôti refroidissait dans le plat. C'est là que Bastien et Coralie ont fait leur entrée fracassante, traînant 2 énormes valises. On emménage, a lancé Bastien, comme s'il annonçait une excellente nouvelle. Coralie se tenait derrière lui, un sourire carnassier aux lèvres, inspectant la maison comme si elle en était déjà la propriétaire. Mon estomac s'est noué. Et c'est là que mon père a prononcé sa sentence, sans même me regarder. Élodie, tu peux prendre la chambre d'amis. Ou la porte. La chambre d'amis. Un débarras avec un canapé-lit. Ma chambre, celle que j'occupais depuis mon retour, la plus grande après la leur, devait revenir au couple. J'ai essayé de protester, la voix tremblante. Mais, c'est moi qui paie le crédit. J'ai acheté les meubles, le nouveau frigo. Mon père a levé la main, un geste las et autoritaire. Ce sont des détails, Élodie. Bastien et Coralie commencent leur vie, ils ont besoin de place. C'est une question de priorité. C'est ton devoir de les aider. Mon devoir. Mon frère a ricané.
Tu n'es pas essentielle ici, Élodie. Tu es juste, là. La rage a explosé en moi, une vague de chaleur qui a balayé des années de frustration et de sacrifices silencieux. Je me suis levée. Leurs visages surpris m'ont fixé. Très bien, ai-je dit, la voix étonnamment calme. Puisque je ne suis pas essentielle, je m'en vais. Je suis montée, j'ai jeté mes affaires dans des sacs et j'ai commencé à démonter ce qui m'appartenait, la grande télévision du salon, le canapé que j'avais choisi et payé, même la machine à café. Quand je suis partie, chargeant ma voiture sous le regard médusé de mon père et les ricanements de mon frère, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. En quittant cette allée, je ne laissais pas seulement une maison derrière moi, je laissais une vie de servitude. Lorsque j'ai démarré, la voiture a crissé sur le gravier. J'ai pensé que c'était le son de la fin. Je ne savais pas, à ce moment précis, que ce n'était que le silence avant la tempête qui allait tout détruire. Les premiers jours ont été un brouillard de colère et de chagrin. J'ai trouvé refuge chez Gaëlle, ma meilleure amie depuis l'université, dans son petit appartement du quartier de la Guillotière. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste préparé un thé, m'a tendu une couverture et m'a laissé pleurer. Gaëlle était la seule à connaître l'étendue de mes sacrifices financiers pour ma famille. Elle m'avait souvent mise en garde, avec sa franchise habituelle, me disant que j'étais une « fille de la Croix-Rouge pour une cause perdue ». Cette nuit-là, ses paroles résonnaient avec une clarté douloureuse. Grâce à elle, j'ai rapidement trouvé un petit studio à louer sur les pentes de la Croix-Rousse. Un petit cocon avec une vue imprenable sur les toits de Lyon. Le loyer était élevé, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était une dépense que je faisais pour moi, et uniquement pour moi. Le sentiment était vertigineux. Les premiers cartons déballés, j'ai ressenti un mélange étrange d'euphorie et de panique. La liberté avait un goût nouveau, mais aussi un arrière-goût de solitude. Parfois, la nuit, je me réveillais en sursaut, le cœur battant, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Avais-je été trop dure? Trop impulsive? La culpabilité, cette vieille compagne de route, essayait de se frayer un chemin dans mon esprit. Gaëlle a été mon encre. Arrête de te torturer, Élodie, me disait-elle en m'aidant à monter une étagère. Tu n'as pas abandonné un navire. Tu t'es sauvée d'un naufrage que tu étais la seule à essayer d'empêcher. Ces mots étaient un baume. Lentement, j'ai commencé à construire une nouvelle routine. Le matin, je prenais mon café sur mon petit balcon, regardant la ville s'éveiller. Je redécouvrais le plaisir simple de marcher jusqu'au marché du boulevard de la Croix-Rousse le week-end, d'acheter mes propres légumes, de choisir mon propre pain. Des choses triviales, peut-être, mais qui pour moi symbolisaient une reconquête de mon existence. Au travail, je me suis plongée corps et âme dans un nouveau projet, la conception d'une passerelle piétonne au-dessus de la Saône. C'était complexe, exigeant, et cela occupait tout mon esprit. Mes collègues ont remarqué un changement. J'étais plus présente, plus engagée. La Élodie fatiguée et préoccupée qui jonglait constamment avec les appels de sa mère pour une fuite d'eau ou de son père pour une facture incompréhensible avait disparu. Une nouvelle Élodie émergeait, plus légère, plus concentrée. Avant que je ne vous raconte la suite, comment j'ai commencé à découvrir la vérité cachée derrière les sourires de ma famille, j'aimerais prendre un instant. Dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire. Que vous soyez à Marseille, à Lille, au Québec ou ailleurs dans le monde, je suis curieuse de savoir jusqu'où ces mots voyagent. Malgré cette nouvelle vie, une pensée lancinante persistait. Coralie. Son assurance, ses sacs à main de luxe, sa voiture de sport allemande. Comment une jeune agent immobilier, même talentueuse, pouvait-elle se permettre un tel train de vie à Lyon? Le marché était compétitif, pas miraculeux. Je connaissais les salaires dans le secteur. Quelque chose clochait. Mon esprit d'ingénieur, habitué à ce que les chiffres aient un sens, ne parvenait pas à résoudre cette équation. C'était plus qu'une simple curiosité, c'était un instinct de survie. J'avais l'impression d'avoir échappé à un danger visible, mais qu'un autre, plus insidieux, rôdait encore. Un soir, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une photo de Bastien. Lui et Coralie posaient devant un restaurant étoilé, une coupe de champagne à la main. La légende disait « Célébrer notre nouvel avenir ». Mon avenir à moi, je l'avais financé avec des heures supplémentaires et des week-ends sacrifiés.
Le leur, sur quoi était-il bâti? Sur l'amour? Ou sur autre chose? Cette question est devenue une obsession. J'avais besoin de comprendre. Pas pour eux, mais pour moi. Pour justifier la douleur de la rupture, pour savoir si j'avais fui une simple ingratitude familiale ou quelque chose de bien plus sombre. La réponse, je le sentais au plus profond de moi, allait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et même si j'essayais de l'ignorer, l'image du sourire prédateur de Coralie revenait sans cesse me hanter. C'était le sourire de quelqu'un qui a un secret, et mon instinct me disait que ce secret était une bombe à retardement. L'équation Coralie ne tenait pas debout. Un sac à main qu'elle portait lors de sa dernière visite coûtait l'équivalent de 3 mois de factures de gaz et d'électricité que j'avais réglées pour la maison. Mon instinct d'ingénieur s'est mis en alerte. Quand une structure présente des anomalies, on ne les ignore pas. On enquête, on analyse les données, on cherche la faille cachée avant que tout ne s'effondre. J'ai décidé d'appliquer la même méthode à Coralie. J'ai commencé par des recherches en ligne. L'agence immobilière pour laquelle elle travaillait était une petite structure, relativement nouvelle sur le marché lyonnais. Les avis en ligne étaient mitigés, quelques clients satisfaits, mais aussi plusieurs commentaires vagues parlant de « pression pour signer vite » et de « frais de dossier opaques ». Rien d'illégal en soi, mais cela dessinait le portrait d'une entreprise agressive, jouant sur les limites. Cela ne suffisait pas. J'ai alors pensé à Pascal Lemoine. Un ancien camarade de promotion qui travaillait maintenant au service de l'urbanisme de la métropole de Lyon. Nous n'étions pas proches, mais nous avions gardé un contact cordial. Je l'ai invité à prendre un café, sous prétexte de vouloir des conseils sur les nouvelles réglementations environnementales dans la construction. Après avoir parlé travail, j'ai abordé le sujet de manière détournée. Tiens, au fait, tu connais une agence qui s'appelle Prestigimo? Mon frère sort avec une fille qui travaille là-bas. Le visage de Pascal s'est légèrement fermé. Il a choisi ses mots avec soin. Prestigimo? On a entendu quelques échos, oui. Rien d'officiel. Disons simplement qu'ils ont la réputation de s'intéresser à des projets qui semblent un peu trop beaux pour être vrais. Des rénovations de biens dégradés avec des promesses de plus-values énormes. Je te conseille juste, à titre personnel, de garder tes distances. C'était peu, mais c'était suffisant pour confirmer que mon malaise n'était pas de la paranoïa. La véritable alarme a sonné une semaine plus tard, un mardi matin. Je consultais mes emails en buvant mon café quand un message de ma banque a attiré mon attention. L'objet était « Confirmation de votre demande de prêt à la consommation ». Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais fait aucune demande. J'ai cliqué sur l'email, la main tremblante. Il s'agissait d'une demande pour un prêt personnel de 5 000 €. Heureusement, la banque demandait des pièces justificatives supplémentaires avant de valider. J'ai immédiatement appelé le service client. La conseillère, très professionnelle, a vérifié le dossier. Oui, Madame Fournier, la demande a été initiée en ligne hier soir. Nous avons bien reçu le formulaire. J'ai expliqué que je n'étais pas à l'origine de cette demande, qu'il s'agissait d'une tentative de fraude. Elle a immédiatement lancé une procédure d'alerte et bloqué le dossier. Avant de raccrocher, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Pouvez-vous me dire d'où la connexion a été établie? Avez-vous une adresse IP? Après une courte attente, elle m'a répondu, oui, la connexion provient d'une box internet située à Villeurbanne. Villeurbanne. La maison de mes parents. Le souffle m'a manqué. Ce n'était pas un hacker anonyme. C'était eux. Ou plutôt, elle. Coralie. Bastien n'aurait jamais eu l'idée ou l'audace de faire ça seul. Ils n'avaient pas seulement pris ma chambre, ils avaient essayé de voler mon identité, mon argent. La colère froide que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de celle du dîner. Ce n'était plus de la tristesse ou de la déception. C'était une fureur glaciale. Ils avaient franchi une ligne. Ils m'avaient déclaré ennemi. J'ai imprimé l'email de la banque. J'ai sauvegardé toutes les informations. Je tenais ma première preuve tangible. Ce n'était plus une question de sentiment, d'ingratitude ou de drame familial. C'était une fraude. Un délit. Ils ne voulaient pas seulement m'effacer de leur vie, ils voulaient activement me nuire, piller ce que j'avais construit.
Et je savais, avec une certitude absolue, que ce prêt de 5 000 € n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si elle était prête à faire ça pour une somme relativement modeste, de quoi était-elle capable à plus grande échelle? La question m'a glacé le sang. Je ne me battais plus pour ma place dans la famille, je me battais pour me protéger d'elle. Et je devais comprendre l'ampleur de la menace avant qu'il ne soit trop tard. Avec la preuve de la tentative de fraude dans mon sac, je suis retournée à Villeurbanne. Je n'y allais pas en espérant des excuses, mais avec le fol espoir de provoquer une prise de conscience. Je voulais leur mettre la vérité sous les yeux, une vérité si crue qu'ils ne pourraient plus l'ignorer. Quelle naïve j'étais. Je suis arrivée un samedi après-midi. La voiture de Coralie, une Audi flambant neuve, était garée dans l'allée, à la place exacte où je garais la mienne autrefois. Le symbole était brutal. J'ai sonné. C'est Bastien qui a ouvert, son visage affichant un mélange de surprise et d'hostilité. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je dois parler à papa et maman. C'est urgent. » J'ai ignoré son attitude et je suis entrée. Mes parents étaient dans le salon, regardant la télévision. Ma télévision. La vue m'a serré le cœur. Ils se sont retournés, l'air méfiant. J'ai posé calmement les impressions de l'email de la banque sur la table basse. J'aimerais que vous m'expliquiez ça, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Mon père a chaussé ses lunettes, a lu le document en diagonale, puis l'a repoussé avec dédain. Et alors ? C'est sûrement une erreur de la banque. Ou alors, tu as fait cette demande et tu l'as oubliée. L'absurdité de l'accusation m'a coupé le souffle. Papa, l'adresse IP vient de cette maison. Quelqu'un a utilisé votre ordinateur pour essayer de contracter un prêt à mon nom. Bastien a éclaté de rire, un rire faux et méprisant. Tu es incroyable. Tu es tellement rongé par la jalousie que tu inventes des complots maintenant ? Tu ne supportes pas de me voir heureux avec Coralie, alors tu essaies de nous salir. Coralie, qui était descendue entre-temps, est venue se blottir contre lui, jouant parfaitement le rôle de la victime innocente. Chérie, laisse-la. Elle est malheureuse, c'est tout. C'est là que ma mère est intervenue. Elle m'a prise par le bras et m'a entraînée dans la cuisine, loin des regards. Son visage était blême. Élodie, arrête, je t'en supplie, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tu vas tout gâcher. Je l'ai regardée, incrédule. Gâcher quoi, maman ? Elle essaie de me voler. C'est une criminelle. Et là, ma mère a prononcé les mots qui ont brisé la dernière parcelle d'espoir en moi. Des mots plus douloureux que n'importe quelle accusation. Élodie, tu ne comprends pas, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Bastien, il n'est pas fort comme toi. Il a toujours eu besoin d'aide, de quelqu'un pour le pousser. Il a enfin trouvé une femme qui le motive, qui a de l'ambition pour lui. Bacon et moi, nous voulons juste le voir heureux, le voir réussir enfin. Coralie lui donne cette chance. Toi, tu es forte. Tu as toujours su te débrouiller seule. Le silence qui a suivi ces paroles était assourdissant. J'ai compris. Ce n'était pas qu'il ne me croyait pas. C'était pire. Il ne voulait pas me croire. La vérité était trop dérangeante. Elle menaçait l'illusion fragile du succès de leur fils prodigue. Ils préféraient croire que leur fille était folle et méchante plutôt que d'admettre que leur nouvelle belle-fille était une arnaqueuse. J'étais sacrifiée sur l'autel du bonheur de mon frère. Ma force, ma résilience, les qualités mêmes qui m'avaient permis de les soutenir pendant des années, étaient maintenant utilisées contre moi comme une justification pour m'abandonner. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous continué à vous battre, à crier dans le vide ? Ou auriez-vous fait comme moi ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. J'ai regardé ma mère, cette femme que j'aimais mais que je ne reconnaissais plus. Il n'y avait plus de colère en moi, seulement un vide immense, une tristesse infinie. Alors c'est ça, ai-je soufflé. Parce que je suis forte, je n'ai pas le droit d'être protégée. Je n'ai pas le droit d'être crue. Je suis sortie de la cuisine, j'ai repris mes papiers sur la table basse sous le regard triomphant de Coralie, et je suis partie sans un mot de plus. En fermant la porte derrière moi, j'ai compris que j'avais perdu ma famille. Non pas le soir où il m'avait mise à la porte, mais à cet instant précis,
dans cette cuisine, quand ma propre mère avait choisi de protéger la faiblesse de son fils plutôt que de défendre la vérité de sa fille. L'illusion dans laquelle ils avaient choisi de vivre allait bientôt s'effondrer, et cette fois, je savais que je ne serais pas là pour les aider à ramasser les morceaux. Le refus de ma famille de voir la vérité en face a été un électrochoc. La tristesse s'est rapidement muée en une détermination froide. S'ils ne voulaient pas être sauvés, tant pis pour eux. Mais je refusais de laisser Coralie s'en tirer à si bon compte. Je devais comprendre l'étendue de ces manigances, non plus pour les protéger, mais pour me protéger moi-même et, peut-être, pour obtenir une forme de justice. Je me suis souvenu de l'avertissement de Pascal Lemoine. Il m'avait aussi glissé, lors de notre conversation, que la rumeur voulait que Coralie ait travaillé à Saint-Étienne avant de tenter sa chance à Lyon. Saint-Étienne. C'était à 1 heure de route. Une piste. J'ai décidé de prendre une journée de congé et d'y aller. Je n'avais pas de plan précis, juste une intuition. Je ne pouvais pas débarquer dans son ancienne agence et poser des questions. Il me fallait une approche plus subtile. En arrivant à Saint-Étienne, j'ai trouvé l'adresse de l'agence où elle aurait travaillé. C'était une petite structure dans une rue commerçante. Au lieu d'y entrer, j'ai repéré un petit bistrot juste en face, le genre d'endroit où les gens du quartier ont leurs habitudes pour le café du matin ou le déjeuner. C'était un pari, mais c'était le meilleur que j'avais. Je me suis installé à une table en terrasse, j'ai commandé un café et j'ai observé. La patronne, une femme d'une 60aine d'années, énergique et souriante, est venue me servir. J'ai engagé la conversation. Je lui ai dit que je cherchais à acheter un petit appartement dans le coin et que je me renseignais sur les agences locales. C'était un prétexte plausible. Nous avons discuté pendant un moment, puis j'ai glissé le nom de l'agence d'en face. Et celle-là, vous connaissez ? J'ai entendu dire qu'une certaine Coralie Mercier y travaillait. Le visage de la patronne, qui se présenta comme étant Madame Odette, a changé instantanément. Son sourire s'est effacé. Coralie Mercier. Oh là là, ma petite dame, vous remuez de mauvais souvenirs. Elle a baissé la voix, se penchant vers moi comme pour me confier un secret d'État. Cette fille, c'était un beau parleur. Un charme fou. Mais elle avait le cœur sec comme une pierre. Madame Odette m'a alors raconté une histoire qui a fait écho à mes propres craintes. L'agence avait été impliquée dans un scandale local 1 an auparavant. Il ciblait des personnes âgées, propriétaires de leur logement depuis longtemps, et les convainquait de vendre en viager à des conditions désastreuses pour eux. Ils utilisaient des estimations immobilières gonflées pour les appâter, puis des contrats complexes pour les flouer. Ma propre nièce a failli y laisser toutes ses économies, m'a dit Madame Odette, les yeux brillants de colère rentrés. Elle voulait vendre la maison de ses parents après leur décès. Coralie était son contact. Douce comme le miel. Heureusement, le fils de ma nièce, qui est avocat, a relu le contrat et a vu l'arnaque. L'affaire avait fait un peu de bruit dans la presse locale. Plusieurs familles avaient porté plainte. Une enquête avait été ouverte. Et le plus étrange, a conclu Madame Odette, c'est que juste avant que la police ne commence à poser des questions, la petite Coralie avait disparu. Du jour au lendemain. Elle a dit à ses collègues qu'elle partait pour une grande ville, qu'elle avait une opportunité à Lyon. Elle s'est volatilisée juste à temps. Sur le chemin du retour vers Lyon, le puzzle commençait à s'assembler dans mon esprit. Ce n'était pas juste une femme ambitieuse. C'était une prédatrice, avec un mode opératoire bien rodé. Elle charmait, elle isolait ses cibles, et elle frappait là où ça faisait mal, le patrimoine, l'argent durement gagné. À Saint-Étienne, ses cibles étaient des personnes âgées. À Lyon, sa cible était ma famille, et plus précisément la confiance aveugle de mon père et la faiblesse de mon frère. Pendant ce trajet, un sentiment étrange m'a envahi. Je n'étais plus simplement une fille en colère contre sa famille. Je me sentais investie d'une mission. Je n'étais pas une justicière, mais je ne pouvais pas laisser cette femme continuer ses méfaits impunément. La conversation avec Madame Odette m'avait donné une pièce cruciale du puzzle, une preuve de son passé trouble. Mais ce n'était que des paroles. Pour faire tomber son château de cartes, il me fallait des documents, des preuves irréfutables qui la lieraient à ce qu'elle était en train de faire à mes parents. Et j'avais le terrible pressentiment que le temps jouait contre moi, que chaque jour qui passait,
le piège qu'elle avait tendu se refermait un peu plus sur eux. La découverte du passé de Coralie à Saint-Étienne a renforcé ma résolution, mais elle a aussi fait naître une nouvelle peur en moi. Si elle était capable de fuir une enquête policière, cela signifiait qu'elle était non seulement malhonnête, mais aussi calculatrice et sans scrupules. Elle avait un coup d'avance. Je devais agir vite, mais prudemment. Le coup suivant, cependant, est venu d'elle. Et il n'était pas financier, mais psychologique. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. Sa voix était chargée d'une inquiétude qui m'a immédiatement alertée. « Élodie, ma chérie, tout va bien? Ta mère m'a dit que tu ne répondais plus à ses appels. » J'ai soupiré. « C'est compliqué, Tati. On a eu une grosse dispute. » « Oui, c'est ce que Coralie m'a expliqué, a-t-elle continué, et mon sang s'est glacé. Elle est passée nous voir l'autre jour avec Bastien. Une fille charmante, vraiment. Elle semblait si triste pour toi. » J'ai serré les dents. « Triste pour moi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement? » Ce que ma tante m'a rapporté dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer en termes de manipulation. Coralie leur avait servi une histoire poignante, cousue de fil blanc mais terriblement efficace. Selon elle, j'étais en pleine dépression suite à une rupture amoureuse que j'avais cachée à tout le monde. Cette dépression m'aurait rendue paranoïaque, agressive. Ma jalousie maladive envers le bonheur de mon frère m'aurait poussé à inventer des histoires folles pour attirer l'attention et saboter leur couple. Mon départ de la maison n'était pas une expulsion, mais une fugue impulsive et égoïste d'une personne psychologiquement instable. J'écoutais, incapable de prononcer un mot. C'était diabolique. Elle ne se contentait pas de me voler, elle détruisait ma réputation, me discréditait auprès de toute ma famille. Elle était en train de tisser une toile narrative où j'étais la méchante, la folle, afin que si jamais je venais à révéler la vérité, personne ne me croirait. Elle m'isolait, méthodiquement. Elle était en train de me gaslighter, par procuration, en utilisant ma propre famille comme porte-voix. Après avoir raccroché avec ma tante, qui m'a conseillé de me faire aider, j'ai ressenti une rage froide et lucide. C'était une déclaration de guerre totale. Elle voulait m'anéantir. C'est à ce moment précis que j'ai reçu un email de Pascal Lemoine. L'objet était un seul mot, urge. Je l'ai ouvert, le cœur battant à tout rompre. Le corps du message était court. Élodie, je crois que j'ai trouvé quelque chose de grave. J'ai utilisé mes accès pour consulter le registre foncier public. Regarde le document en pièce jointe. Appelle-moi quand tu l'auras vu. J'ai téléchargé la pièce jointe. C'était un acte officiel. Un acte d'hypothèque. Une deuxième hypothèque, pour être précis, enregistrée sur le pavillon de mes parents à Villeurbanne. La date de la signature était d'il y a 3 semaines à peine, juste après mon départ. Le montant m'a fait suffoquer. 250 000 €. 250 000 €. Une somme colossale, adossée à un prêt avec un taux d'intérêt variable exorbitant, contracté auprès d'un organisme de crédit peu connu et à la réputation sulfureuse. Et puis, j'ai vu les noms des signataires. Le premier était celui de mon père, Thierry Fournier. Le second, celui de Coralie Mercier. Pas Bastien. Coralie. Elle avait réussi à convaincre mon père de signer, de mettre en jeu la maison pour laquelle j'avais tant sacrifié, pour une somme astronomique. L'argent, bien sûr, avait dû être versé sur un compte qu'elle contrôlait. Le téléphone est tombé de mes mains. Tout s'éclairait d'un coup. Le train de vie luxueux, la confiance aveugle de mon père, l'urgence de me faire quitter les lieux. J'étais la seule à avoir les compétences et la méfiance nécessaires pour voir clair dans son jeu. Ma présence était un risque pour elle. Il fallait m'éliminer, d'abord physiquement, puis psychologiquement. Les 250 000 €. Ce chiffre dansait devant mes yeux, un balai macabre. Ce n'était plus une simple arnaque, c'était le casse du siècle, et le butin était la sécurité de mes parents, leur maison, leur vie entière. Le piège s'était refermé. Ce n'était plus un château de cartes qui risquait de s'effondrer. C'était une bombe nucléaire financière, et Coralie venait d'enclencher le compte à rebours. Voir noir sur blanc la preuve de la trahison financière a changé la nature de ma mission. Ce n'était plus une quête personnelle de justice,
c'était une course contre la montre pour sauver ce qui pouvait encore l'être, même si mes parents ne le méritaient peut-être pas. Avec l'acte d'hypothèque imprimé dans mon sac, je suis retournée une dernière fois à Villeurbanne. Il n'y avait plus de place pour les cris ou les larmes. J'y allais en tant qu'ingénieur, avec des faits, des chiffres, et une analyse froide de la situation. Je les ai trouvés tous les 4 dans le salon, en train de discuter joyeusement de futurs projets de rénovation. L'ironie était à vomir. Ils projetaient de refaire la cuisine avec l'argent même qui allait leur faire perdre la maison. J'ai posé les documents sur la table basse, créant un silence immédiat. « Je veux que vous regardiez ça », ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Tous. Mon père a pris les feuilles, a plissé les yeux, et son visage a commencé à se décomposer à mesure qu'il lisait. Bastien s'est penché par-dessus son épaule, l'incompréhension se peignant sur ses traits. « C'est quoi, ça ?» a-t-il demandé. « C'est une deuxième hypothèque sur cette maison », ai-je expliqué, d'un ton clinique. Pour un montant de 250 000 €. Signé il y a 3 semaines. Par toi, papa. Et par toi, Coralie. Mon père a levé la tête, son regard passant de la confusion à la panique. Mais Coralie a dit que c'était juste une formalité, un montage financier pour investir dans un projet immobilier qui allait nous rapporter le double. Elle a dit que c'était sans risque, que l'argent ne serait même pas vraiment utilisé, juste placé en garantie. Coralie n'a pas scié. Elle est restée parfaitement calme, son masque de perfection inébranlable. C'est ce qui était le plus terrifiant. Elle ne montrait aucune peur, aucun remords. Et c'est le cas, Thierry, a-t-elle dit d'une voix douce et rassurante. Élodie, comme d'habitude, dramatise tout. C'est un produit d'investissement complexe. Tu ne peux pas comprendre. Oh, je comprends très bien, ai-je rétorqué, la fixant droit dans les yeux. Je comprends que tu as choisi un organisme de crédit connu pour ses pratiques prédatrices. Je comprends que le taux d'intérêt est conçu pour devenir impayable. Et je comprends surtout que l'argent a été versé sur un compte à ton nom. Où est cet argent, Coralie ? Le silence s'est à nouveau installé, lourd, électrique. Bastien regardait Coralie, attendant une réponse, un démenti. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Ma mère se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, comme pour se dissocier de la scène. C'est là que Coralie a abattu sa dernière carte. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas nié. Elle a souri. Un sourire lent, glacial, triomphant. Elle a tourné son regard vers moi, un regard plein de mépris et de pitié. Ton père est un homme adulte, Élodie, a-t-elle dit, sa voix mielleuse comme du poison. Il est responsable de ses actes. Il sait ce qu'il signe. Peut-être que si tu passais moins de temps à fouiner et plus de temps à être une fille aimante, il aurait eu davantage confiance en toi. Le problème, ce n'est pas ce papier. Le problème, c'est que tu devrais te demander pourquoi il a choisi de me croire, moi, une quasi-inconnue, plutôt que sa propre fille. Ce fut son chef-d'œuvre de cruauté. En une seule phrase, elle a retourné la situation, transformant sa fraude en un référendum sur ma valeur en tant que fille. Elle a frappé là où ça faisait le plus mal, la blessure de mon rejet. Elle ne se contentait pas de leur voler leur argent, elle se délectait de me voir souffrir. Ce sourire, cette phrase, c'était sa confession. Une confession arrogante, faite devant tout le monde. Elle se croyait intouchable, invincible. Elle pensait avoir gagné. Mais en révélant sa vraie nature avec tant d'arrogance, elle venait de commettre une erreur fatale. Elle ne savait pas que le son de la justice n'est pas toujours un coup de tonnerre. Parfois, c'est juste le bruit discret d'une voiture de police qui se gare dans la rue. Et ce bruit, je commençais à l'entendre se rapprocher. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? Le sourire de Coralie flottait encore dans l'air toxique du salon quand on a sonné à la porte. Un coup bref, officiel. Personne n'a bougé, comme si le son venait d'un autre monde. Finalement, ma mère, se détachant de la fenêtre comme une somnambule, est allée ouvrir. 2 personnes se tenaient sur le seuil. Un homme et une femme, vêtus de manière sobre. Ils n'étaient pas en uniforme,
mais tout en eux criait l'autorité. Ils ont présenté leur carte. Brigade financière. Nous souhaiterions parler à Madame Coralie Mercier et à Monsieur Bastien Fournier, s'il vous plaît. Le monde a semblé basculer au ralenti. Le visage de mon père est passé du blanc au gris. Bastien a fait un pas en arrière, heurtant une petite table. Seule Coralie a gardé son sang-froid, bien que son sourire ait enfin disparu, remplacé par un masque de glace. C'est à quel sujet, a-t-elle demandé, sa voix étonnamment assurée. L'enquêtrice a répondu d'un ton neutre, sans la regarder. C'est au sujet d'une enquête sur les activités de l'agence Prestige Immo et plusieurs autres sociétés écrans. Nous avons des raisons de penser que vous êtes impliqué dans une série d'escroqueries immobilières et de fraudes au crédit. Le mot « escroquerie » a fait l'effet d'une détonation. Mon père s'est affaissé sur le canapé, le souffle coupé. C'est à ce moment-là que le vernis de Bastien a craqué. Complètement. Il s'est tourné vers ma mère, le visage déformé par une panique enfantine. « Non, non, ce n'est pas possible », a-t-il balbutié. Puis, il s'est tourné vers Coralie, ses yeux suppliants cherchant un démenti, une explication magique. Mais Coralie le regardait à peine. Elle évaluait déjà ses options, ses voies de sortie. Voyant qu'il n'obtenait aucune réponse d'elle, Bastien s'est effondré. Il a agrippé le bras de ma mère, la secouant légèrement, sa voix montant d'un cran, devenant un gémissement aigu. Elle ment. Maman, dis-moi qu'elle ment. Dis-le-moi. C'était la scène que j'avais imaginée, le cri que j'avais anticipé, mais le voir en vrai était pathétique et tragique. Il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait quelqu'un pour lui dire le mensonge qu'il voulait entendre. Pendant que Bastien perdait tout contrôle, l'enquêteur a demandé à Coralie de les suivre. Nous avons quelques questions à vous poser au commissariat. Coralie a jeté un dernier regard autour d'elle. Un regard qui n'exprimait ni regret ni peur, mais une colère froide, calculatrice. Le regard de quelqu'un dont le plan a été déjoué. Elle a suivi les enquêteurs sans un mot. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'enquêtrice s'est tournée vers Bastien, qui sanglotait maintenant dans les bras de ma mère. « Monsieur Fournier, nous aurons aussi besoin de vous. Une convocation vous sera envoyée. Nous vous conseillons de prendre un avocat. » Puis, ils sont partis. La porte s'est refermée sur un silence de mort. Le château de cartes s'était effondré. Pas dans une grande explosion, mais dans un affaissement misérable et silencieux. Tout ce qui restait, c'étaient les ruines, un père anéanti par sa propre crédulité, une mère pétrifiée par les conséquences, et un fils qui pleurait non pas sa faute, mais sa malchance. J'ai regardé cette scène de désolation. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction de vengeance. Juste un vide immense. J'avais eu raison, mais à quel prix ? Je suis parti, les laissant seuls avec les débris de leur vie. Je ne savais pas que Coralie, même acculée, avait encore un dernier tour dans son sac. La fuite. Le lendemain matin, j'apprendrai par un appel de ma tante qu'elle n'était jamais arrivée au commissariat. Elle avait profité d'un instant d'inattention pour disparaître. Elle s'était volatilisée, laissant derrière elle une dette de 250 000 €, une enquête criminelle et une famille brisée. Le silence dans la maison ce jour-là n'était pas la paix. C'était le silence assourdissant d'un avenir qui venait d'être anéanti. Les jours qui ont suivi l'effondrement ont été marqués par un silence assourdissant, bientôt rompu par le son strident du téléphone. Le premier à appeler fut mon père. Sa voix, autrefois si autoritaire, n'était plus qu'un murmure cassé. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il m'a parlé des lettres de la banque, des appels d'huissier. Il m'a décrit, avec des détails confus, comment l'organisme de crédit exigeait le remboursement immédiat du prêt de 250 000 €, sans quoi la procédure de saisie de la maison serait enclenchée. Il ne demandait rien, mais son récit était une supplique à peine voilée. Il me décrivait le problème, en espérant que je redevienne, comme toujours, la solution. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle a pleuré pendant toute la conversation. Des larmes de regret, de peur. Pour la première fois de sa vie, elle a prononcé les mots « Je suis désolée, Élodie. J'aurais dû t'écouter. J'ai été une mauvaise mère. » Son chagrin semblait sincère, mais il arrivait trop tard. C'était le chagrin de quelqu'un qui réalise que la maison brûle, pas le regret d'avoir joué avec des allumettes.
Elle m'a demandé si je ne pouvais pas faire quelque chose, parler à la banque, utiliser mes économies. Le dernier appel fut celui de Bastien. Il était terrifié. Il avait reçu sa convocation. Il faisait face à des accusations de complicité d'escroquerie. Élodie, il me faut un avocat, a-t-il gémi. Je n'ai pas d'argent. Je vais aller en prison. Tu ne peux pas laisser ton propre frère aller en prison. Il n'y avait aucune trace de remords dans sa voix, seulement la peur panique de quelqu'un qui doit enfin faire face aux conséquences de ses actes. Chacun de leurs appels était un écho du passé, une tentative de me ramener dans mon ancien rôle, la sauveuse, la réparatrice, le filet de sécurité. Et une partie de moi, cette partie conditionnée par des années de responsabilité, a vacillé. L'image de mes parents, âgés et sans abri, m'a hantée. L'idée de mon frère, faible et stupide mais toujours mon frère, derrière les barreaux, m'a causé une douleur physique. Ce soir-là, je suis restée assise dans le noir dans mon petit studio, regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas. J'ai repensé à tout. Au dîner. Au mensonge. Au mépris. À la phrase de ma mère dans la cuisine. Toi, tu es forte. C'était censé être un compliment, mais c'était une condamnation. Il m'avait jugée assez forte pour me débrouiller seule, assez forte pour être sacrifiée. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai compris. Si je cédais maintenant, si je retournais panser leurs plaies, je ne ferais que valider leur choix. Je prouverais qu'ils avaient eu raison, Élodie est forte, elle réparera tout. Je me nierais moi-même, je détruirais la paix fragile que j'avais commencé à construire. Je redeviendrais leur solution, et non plus ma propre personne. Quand mon père a rappelé le lendemain, j'ai répondu. J'ai écouté son discours décousu sur les dettes et les menaces. Puis, quand il a terminé, j'ai pris la parole, ma voix calme et ferme. Papa, je ne peux pas. Un silence. Je ne peux pas revenir en arrière. Pas parce que je suis en colère ou que je veux me venger. Mais parce que si je le fais, je me perds. Vous avez fait vos choix. Vous avez choisi de croire Coralie plutôt que moi. Vous avez choisi de me mettre à la porte. Ce sont les conséquences de ces choix. Et je ne peux pas vous en protéger. J'ai entendu son souffle se couper. Peut-être attendait-il des cris, des reproches. Pas ce calme définitif. J'ai ajouté, je suis désolée que vous traversiez ça. Sincèrement. Mais je ne peux plus être votre solution. J'ai raccroché. Ce fut l'acte le plus difficile, en même temps, le plus libérateur de ma vie. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste une profonde et douloureuse tranquillité. J'avais enfin tracé une ligne dans le sable. Pas une ligne de haine, mais une ligne de respect de soi. J'avais choisi de me sauver, moi. Et dans le silence qui a suivi, j'ai enfin commencé à entendre le son de ma propre vie qui commençait. 6 mois ont passé. 6 mois de silence et de reconstruction. Je me tenais sur le tablier d'un pont en construction, le vent frais du matin fouettant mon visage. En contrebas, le Rhône coulait, puissant et imperturbable. Mon projet, ma passerelle, prenait forme. Quelques semaines auparavant, j'avais été promu chef de projet. Le travail était intense, mais il était à moi. Chaque plan que je validais, chaque problème que je résolvais était une brique de plus dans la construction de ma nouvelle vie. Mon studio de la Croix-Rousse était devenu un véritable foyer. J'avais utilisé une partie de ma prime de promotion pour acheter un canapé confortable et une grande bibliothèque qui croulait maintenant sous les livres. Ce n'était pas grand, mais chaque objet avait été choisi par moi, pour moi. Ma vie était simple, rythmée par le travail, les dîners avec Gaël, et les longues balades le week-end dans le parc de la Tête d'Or. J'avais retrouvé une paix que je ne pensais plus jamais connaître. J'avais des nouvelles de ma famille, par bribes, via ma tante Isabelle. La maison de Villeurbanne avait été saisie et vendue aux enchères par la banque. Le produit de la vente n'avait même pas suffi à couvrir la totalité du prêt frauduleux de Coralie. Mes parents vivaient désormais dans un petit appartement HLM en périphérie de Lyon. Mon père, dont la fierté avait été brisée, travaillait comme chauffeur VTC la nuit pour joindre les deux bouts. Ma mère faisait des ménages chez des particuliers. Bastien avait évité la prison. L'enquête avait prouvé qu'il avait été plus un pion naïf qu'un complice actif,
mais il avait tout de même écopé d'une peine de prison avec sursis pour négligence et avait été condamné à rembourser une partie des dettes. Il travaillait maintenant comme manutentionnaire dans un magasin de bricolage. Le rêve de « grand entrepreneur » était mort et enterré. Quant à Coralie, elle était toujours dans la nature, probablement sous un autre nom, dans un autre pays, en train de préparer sa prochaine arnaque. La justice ne l'avait pas rattrapée. Parfois, je recevais un message de Bastien, un simple « ça va ?» ou un message vocal de mon père, sa voix fatiguée me souhaitant un bon anniversaire. Je n'ai jamais répondu. Il y a un mois, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. L'écriture était tremblante. Elle est toujours là, sur ma table d'entrée, non ouverte. Je ne sais pas si je la lirai un jour. La colère a disparu, remplacée par une sorte de tristesse distante, comme le souvenir d'une blessure ancienne qui ne fait plus mal mais dont la cicatrice reste visible. En regardant la passerelle prendre forme, cette structure d'acier et de béton conçue pour connecter deux rives, j'ai compris une chose essentielle. J'ai passé une partie de ma vie à être un pont pour ma famille, leur permettant de traverser leurs difficultés sur mon dos. Mais un pont doit reposer sur des fondations solides des deux côtés. De leur côté, il n'y avait que du sable mouvant. J'ai appris que parfois, pour construire de nouveaux ponts solides vers son propre avenir, il faut accepter d'en laisser certains, toxiques et instables, s'effondrer derrière soi. Mettre des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de préservation. C'est choisir de protéger sa propre santé mentale, sa propre paix intérieure. Ce n'est pas facile, et ça laisse des cicatrices. Mais ces cicatrices sont le témoignage de notre force, de notre capacité à choisir la vie plutôt que la servitude. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout, d'avoir partagé ce voyage avec moi. C'est un chemin que beaucoup d'entre nous sont forcés d'emprunter, celui de devoir tracer des lignes avec les personnes que nous aimons. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez vous-même dû faire face à un choix douloureux pour protéger votre paix, partagez votre expérience dans les commentaires. Il n'y a pas de jugement ici, seulement de l'écoute. Parlons ensemble de ce que signifie se défendre, se choisir, et se reconstruire, même quand ça fait mal. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si mon témoignage vous a touché, et de vous abonner pour plus d'histoires de vie et de résilience. Votre soutien compte énormément.